Bonjour, soyez les bienvenus au parc animalier de Sainte-Croix où toute la journée nous célébrons la biodiversité dans un événement surtout digital en raison évidemment, vous l'aurez compris, des conditions sanitaires. Un événement retransmis sur les pages Facebook de la région Grand Est, du parc animalier de Sainte-Croix bien sûr, et des 4 chaînes de télévision rassemblées dans le RTGE, le réseau de télévision du Grand Est. Je vais les citer: Canal 32, Alsace 20, Via Vosges et Via Moselle TV. En seconde partie de cette retransmission, nous remettrons les prix de la biodiversité de Sainte-Croix ainsi que les diplômes pour les territoires engagés pour la nature. Mais dans une première partie, dans quelques instants, un jeune qui débute va vous proposer une table ronde sur la biodiversité et la santé. Je vous le présente. Il est ancien ingénieur et pilote de ligne, directeur de campagne de Nicolas Hulot. Vous l'entendez aussi sur France Info dans une chronique sur le billet science. Et il est aussi président d'une ONG qui s'appelle Aviation sans frontières, parrainé, excusez du peu, par Thomas Pesquet. Et ce jeune à qui je cède la parole, un jeune plein d'avenir, c'est évidemment Gérard Felzer. C'est à vous, Gérard. Merci, le petit jeune, oui, on peut le dire. Alors, avant Nicolas Hulot, c'était un peu compliqué, les campagnes, les 3 campagnes qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais j'avais une petite expérience dans l'équipe de campagne de Coluche et j'étais très fier d'une phrase que j'avais sortie, c'était il y en aura pour tout le monde, quoi, en gros. Hein. Et donc, on me demande souvent pourquoi je suis devenu un peu écolo ou sensible à ça. Je vais vous le dire, Air France, pilote de ligne, 20 000 heures de vol, 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. Voilà, ça explique. Donc aujourd'hui, on se réunit dans un endroit magique. Je vais vous en parler dans 30 secondes. Je vous donne le menu. On va essayer de le faire et rattraper le retard. D'abord, je vais vous présenter les collègues qui sont autour de moi. Et puis, je leur poserai la même question à chacun. Et vous aurez 30 secondes pour y répondre. Ensuite, à chacun d'entre vous, vous me permettrez de vous poser quelques questions. On commencera par le président et il fera la conclusion. Et puis ensuite, on boira un coup, j'espère, en tous les cas. Alors voilà, donc on est ici à Sainte-Croix. Un lieu magique. Ça me rappelait une phrase d'Einstein qui disait pour changer la société, il faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Et quand on vient ici, ça donne envie. Et je vais passer la parole, puisqu'il nous accueille chez lui, Pierre Singer. 30 secondes, une minute. Je vais juste vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'aujourd'hui c'est un bonheur absolu aux côtés de l'ensemble des équipes du parc et des partenaires et ce collectif autour de la biodiversité, de fêter la biodiversité qui est tellement menacée. Donc on est impatient, très impatient de vous entendre tous. Bonne table ronde. On m'avait dit que tu étais très bavard, mais là pour le coup, c'est bien. Merci, et merci à toi, on peut l'applaudir. Une belle affaire de famille. Hein. On va faire le petit tour de table. Je vais vous présenter Pierre Dubreuil, pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour, bonsoir. On dit bonjour ou bonsoir à cette heure-là on dit, Moi, je dis bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui est un regroupement récent de l'Agence française pour la biodiversité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Un sujet que vous connaissez bien, parce que vous avez une grande partie de votre carrière au Muséum d'histoire naturelle dont vous avez été le directeur général. Merci à vous. Monsieur Jean-François Sylvain, bonjour, vous êtes le président de la FRB, Fondation pour la recherche sur la biodiversité, un sujet que vous connaissez également très bien, puisque vous êtes aussi directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Vous êtes entomologiste de formation, je vous en parlerai, ça m'intéresse beaucoup. Et vous avez participé et coordonné les études sur cette question, notamment une étude récente sur le lien entre biodiversité et zoonose. On aura l'occasion d'en parler. Merci d'être là. Et puis, madame, pardon, je me perds dans mes papiers, pardon. Voilà. Hop. Voilà, Madame Élodie. Élodie Montchâtre Leroy, bonjour. Vous êtes 2 fois docteur, vétérinaire et sciences, et en sciences, directrice de laboratoire de l'ANSES, de la faune sauvage à Nancy. Vous veillez à l'état sanitaire de la faune sauvage, qui peut être un réservoir de zoonoses ou de maladies transmissibles aux animaux. Merci d'être avec nous. Et enfin, en tout bien, tout honneur, Jean Rotner,
Bonjour, vous êtes donc la puissance invitante de cet événement sur la biodiversité. Vous êtes le président du Conseil régional du Grand Est et vous êtes urgentiste et avez fait une bonne partie de votre carrière en milieu médical, notamment en tant que directeur du pôle médecine d'urgence SMUR. Et vous avez même rempilé, si j'ose dire, en reprenant du service comme médecin urgentiste à temps partiel fin 2019 et donc aussi pendant la crise de la Covid. Alors, je vais commencer donc par vous, Jean Rotner. Et je vous laisserai faire ensuite la conclusion. Il y a 2 questions. La première, c'est la santé qui est au cœur de vos préoccupations. Je suppose que vous parcourez votre région pour prendre la température, non pas de vos concitoyens, mais de votre territoire et notamment de cette biodiversité. Quel lien vous faites entre votre vocation de médecin et votre activité politique? Bonjour à toutes et tous. Je ne veux pas faire l'animateur, mais je crois que vous vouliez nous poser une question à tous. Ah oui, bravo, ouais, effectivement, voilà. Alors, oui, je pense que je pouvais la mettre. Alors, une question à tous, mais on aurait pu inverser, mais merci. Donc, je vais commencer par cette phrase, c'est la biodiversité, c'est quoi? C'est pas évident pour tout le monde. Alors, si vous avez un enfant de 10 ans qui vient vous voir et qui vous dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Jean-François. Merci. Je lui dirais d'abord qu'il fait partie de la biodiversité lui-même, qu'il en fait partie, que je dirais les microbes qui sont sur sa peau, qui sont tout ce qu'il y a dans son tube digestif fait partie aussi de la biodiversité, que la biodiversité c'est l'ensemble du vivant, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est les champignons, et puis c'est surtout beaucoup les relations qu'il y a entre tous ces organismes. On oublie souvent un petit peu ce niveau. Il a 10 ans le gamin. Il a 10 ans, mais les relations... Alors, bien sûr, la biodiversité, c'est son chien, c'est son chat. C'est éventuellement les grenouilles qu'il regarde en arrivant à Sainte-Croix, dans les petits étangs, etc. Donc, c'est tout le vivant, y compris d'ailleurs les choses qu'on des fois on peut ne pas aimer, les moustiques, par exemple, c'est la biodiversité aussi, les tiques aussi, etc. Donc, c'est vraiment l'ensemble du vivant. Et je reviens sur cette idée, c'est aussi toutes les interactions entre ce vivant qui vont créer le fonctionnement des écosystèmes, etc. Bon, je ne suis pas sûr qu'un enfant de 10 ans il comprendra tout, mais Non. il a compris l'esprit. À vous, Jean-François. Moi, c'est Pierre. Pardon, Pierre. C'était Jean-François. Bon, j'aurais dû prendre plus de café. Bon, Jean-François a déjà dit des choses. Alors moi, je dirais à un enfant de 10 ans qui comprend des choses, d'abord, c'est tout ce qu'il mange et tout ce qu'il boit. Donc ça lui permet déjà de réfléchir un peu parce qu'il mange beaucoup de trucs, des trucs plus ou moins, qui vont a priori l'étonner si je lui dis que c'est la biodiversité. Et pourtant, si, à l'origine, c'est la biodiversité. Je lui dirais aussi que c'est un tissu. C'est le tissu vivant de la planète. C'est-à-dire que il y a la planète, ça, il arrive à visualiser. Eh bien, sur cette planète, il y a des choses vivantes et non vivantes. Alors, je suis devant vous, j'ai 10 ans. Ouais. D'accord. Alors, vous me tutoyez et vous dites. Alors, je te dirais, Gérard, parce qu'en plus, on se tutoie d'habitude, et tu as 10 ans. Donc, c'est du tissu, c'est aussi une chaîne. Et ça fait quoi ce que vient de dire Jean-François? Je lui dis, tu vois, il y a une chaîne, c'est la chaîne du vivant. Toi, tu fais partie d'une chaîne en tant que Gérard 10 ans. Et dans cette chaîne, eh bien, il y a tout ce qui est vivant, de la bactérie à l'éléphant d'Afrique, en passant par l'homme et le petit homme que tu es. Voilà ce que je lui dirais. Bravo. Alors, Élodie. Moi, je lui dirais, comme une maman, que c'est compliqué. Voilà, je lui dirais que c'est tout ce qui est vivant, du plus petit au plus gros, et que c'est assez compliqué, ne serait-ce que pour le compter. Compter la biodiversité, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont pensés sur ce sujet et qui n'ont pas encore réussi, mais qu'il peut s'y mettre. Ah voilà, c'est l'espoir. Bon, merci. Et Jean? Moi, je crois que je le prendrai par la main, je l'emmènerai sur une pelouse, je le forcerai à s'allonger à côté de moi, à fermer les yeux, à sentir, à respirer, à toucher, à écouter, à juste se laisser partir peut-être dans cette communion avec la nature. Je pense que la biodiversité, c'est d'abord de communier à l'échelle de ce que l'on est avec tout ce qui nous entoure. Bravo, et on l'emmènera ici, bien sûr, pour ça. Donc, j'en reviens au départ, et merci de m'avoir remis dans l'axe.
Comment on fait le lien entre la vocation de médecin et l'activité politique? Difficile comme question, hein? Non, parce qu'on me la pose souvent. Déjà, l'un comme l'autre, c'est un engagement au service des autres. Pour moi, ça a d'abord été la vocation de médecin. Je crois qu'elle a été justifiée aussi. Elle reposait sur surtout un environnement familial et parental assez exemplaire, qui est consacré aux autres. Et donc, fort naturellement, le métier de médecin urgentiste, c'est pas un métier solitaire. C'est un métier d'équipe où on travaille ensemble et on travaille au service de l'autre. Et ma manière de faire de la politique s'en inspire très fortement. Faire de la politique tout seul, c'est absolument inintéressant. Faire de la recherche tout seul, c'est franchement, ça marche pas. Eh bien, la politique, quand on la fait avec les autres, quand on la fait pour les autres, quand on la fait au service de l'intérêt commun, eh bien, ça rejoint forcément cette vocation médicale qui était la mienne. Et la principale qualité d'un politique, c'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est l'approche, l'humilité. Bravo. Alors la deuxième question, c'est sur la crise sanitaire. On a quand même beaucoup parlé, on ne peut pas passer, on s'est connus d'ailleurs un petit peu à cette époque dans ce drame, que le Grand Est a été fortement touché et vous avez été guidé, vous avez agi par conviction. Il fallait prendre des solutions. Comment vous avez vécu cette période et quelles décisions vous avez prises? Bien, j'ai vécu naturellement avant tout comme homme politique, avec la possibilité pour moi de peut-être détecter, sentir, comprendre les signaux faibles qui montaient progressivement, qui sont devenus des signaux forts très rapidement. On se le disait avec Pierre tout à l'heure dans la voiture, contrairement à ce qui est en train de se passer en ce moment, on s'est pris un rouleau compresseur viral en plein dans la face, et c'est la grande différence avec la montée en puissance aujourd'hui et la préparation de la France, éventuellement à une deuxième vague. Donc il a fallu agir, il a fallu prendre des décisions, il a fallu ne pas hésiter parfois à prendre la parole publiquement pour dire attention à ce qui se passe chez nous, c'est dramatique, prenez-en conscience. À la fois des messages adressés au plus haut sommet de l'État, à d'autres équipes d'élus. Pour moi, les conseillers régionaux d'autres régions, les présidents de régions qui ont, dans leur fonction, formidablement bien réagi par rapport à la nôtre en termes de solidarité. Et par rapport à l'opinion publique, en leur faisant comprendre que ce que nous vivions chez nous, nous ne souhaitions pas que ça puisse se poursuivre chez eux. C'était juste dramatique, 5500 décès. On connaît tous des gens qui sont partis, qui ont disparu très brutalement, très rapidement, parfois dans la force de l'âge. Et tout cela, dans les échanges qui ont lieu, c'est des échanges qui, et moi je reviens à ça parce que le débat il est aussi scientifique en ce moment, il ne doit rester que scientifique. Et ne doit pas, la science et la politique ne font pas bon ménage, et quand un scientifique se prend pour un politique et un politique se prend pour un scientifique, c'est jamais bon. Pour ça que je faisais référence aussi à l'humilité tout à l'heure. Mais par rapport à une épidémie de ce type-là, il faut savoir être humble, savoir dire que ce n'est pas de notre compétence et ce n'est pas forcément des choses qui sont encore connues. On est face à un phénomène tout à fait particulier. C'est une des premières fois dans l'ère moderne et contemporaine où il y a un truc qui arrive, complètement inconnu, et auquel, mondialement, on doit faire face. Mondialement. Et là, on n'a pas forcément toujours été bons les uns avec les autres, au niveau mondial. Merci beaucoup. Donc, le débat qui s'affiche là-haut, on va commencer par Pierre Dubreuil. Alors, d'habitude, on se tutoie tous un petit peu, mais là, en télé, en radio, on se vous voit, c'est comme ça, quoi. Bon, hein. Et Pierre, je commencerai par demander quel est le rôle de l'OFB et les moyens d'action. Alors, le rôle de l'OFB, en quelques mots, c'est de préserver, valoriser, promouvoir la biodiversité dont chacun a bien conscience qu'elle est aujourd'hui menacée, qu'elle est en érosion, accélérée. Le mot d'accélération est un mot très important, et notamment dans votre région, cher Jean, et ici dans le parc de Sainte-Croix, vous préservez la biodiversité, mais partout autour, chacun doit avoir conscience que c'est un bien commun, comme le climat, dont nos concitoyens ont déjà conscience. Et le rôle de l'OFB, c'est de faire monter le sujet et la préoccupation de protéger la biodiversité, d'ailleurs au même niveau que la question climatique qui occupe aujourd'hui, je pense, les consciences du plus grand nombre. Ça, c'est la première chose. On
on a plusieurs missions, mais je ne vais pas entrer dans le détail. On fait de la police de l'environnement, on sensibilise, on est expert, on fait la recherche, la connaissance, bref. Toutes ces missions-là sont dans l'OFB. Mais ce qui est au cœur du projet de l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement récent, parce qu'il est issu d'une fusion, c'est ce que disait Jean Rotner, c'est de rassembler et d'être finalement au service de tous. C'est une cause qui nous dépasse, la biodiversité. C'est la cause du vivant. C'est-à-dire que sans biodiversité, on n'est pas là. Mais on ne pourra, j'en ai l'absolue conviction, la préserver et, je dirais, la sauvegarder, parce qu'on est même à ce niveau-là, ce niveau d'urgence, qu'à condition que tout le monde en soit parfaitement conscient. Et tout le monde, c'est tous les acteurs qui interagissent et qui ont parfois des intérêts très divergents en apparence. Mais tous ces acteurs, ils doivent se rassembler autour de cette grande cause qui les unit tous, c'est la biodiversité. Donc c'est modestement le rôle de l'OFB, qui n'est pas simple, mais qui est, je pense, à la hauteur des enjeux de civilisation auxquels on est tous confrontés. Alors, on a tous, les uns et les autres, une idée sur les liens entre santé et biodiversité. Quels sont les liens que chacun doit connaître, mais surtout, comment faire prendre conscience de cette importance? C'est pas facile, non, pour vous? Très difficile. Très difficile. Je pense que la crise qu'on traverse aide un peu à comprendre. Il faut être en effet prudent parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a un scientifique à côté de moi éminent. La science permet d'expliquer des choses. Il ne faut pas mélanger cause et corrélation, par exemple. Si on est certain, et c'est documenté par des publications sur lesquelles Jean-François pourrait revenir, que l'érosion de la biodiversité, la perte des habitats naturels, la déforestation, toutes ces causes ont généré des zoonoses. Et aujourd'hui, on le sait, les maladies infectieuses, 3 sur 4, je crois, sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui viennent de l'animal et qui viennent de l'animal vers l'homme. Donc ça, c'est un fait. Donc évidemment, dans le contexte Covid, on peut faire des raccourcis, il faut s'en méfier. Parce que la question des causes et de la causalité, pardon d'être un petit peu savant entre guillemets, mais elle est en train d'être documentée, elle fait l'objet de recherches et il faut être très prudent. Mais par contre, la corrélation est évidente. Quand on détruit la biodiversité, on porte atteinte à la santé de l'homme. C'est ça le message que vous voulez faire porter. Évidemment. Donc la santé humaine, notre santé à tous, elle dépend de la qualité de la biodiversité et de sa préservation. Ça peut être démontré scientifiquement. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes libre d'intervenir quand vous entendez un mot qui résonne. Hein. Juste peut-être pour compléter, parce que finalement c'est le cœur de mon sujet, hein, clairement. C'est vrai qu'avec les crises sanitaires, enfin la crise sanitaire, mais elle a été précédée par d'autres d'ampleur peut-être un peu moins importante, mais quand même existante. On a l'impression que la biodiversité, c'est surtout un réservoir à pathogènes. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce genre de considération parce que effectivement, si on regarde, il y a des études scientifiques assez nombreuses qui le montrent, que finalement, c'est là où vous avez beaucoup de biodiversité animale, je ne parle pas de... Voilà. C'est ces endroits-là où vous avez aussi beaucoup de diversité, parce que ça va avec, d'agents infectieux, dont certains pathogènes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces interactions sont très, très, très complexes et que les maladies qui vont émerger à partir de ça, parce que tout le monde vit avec des agents pathogènes tous les jours et ça ne fait pas forcément des dégâts, mais il y a des maladies qui émergent et ces maladies qui émergent, par contre, elles sont dans des zones géographiques où vous avez une destruction de la biodiversité qui est très importante. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux, c'est-à-dire le lien entre la biodiversité animale et infectieuse et le lien entre le fait que quand on a une émergence, c'est corrélé. Alors après, je suis d'accord, une corrélation est un lien statistique, ça n'est pas forcément un lien de cause à effet, mais quand même, c'est quand même démontré par de nombreuses études. On est à une ère où vous avez une destruction de plus en plus importante de la biodiversité avec des émergences de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. Et vous avez aussi le lien géographique, c'est-à-dire que c'est dans les lieux où vous avez la biodiversité qui est la plus malmenée par une action de l'homme, et elles sont nombreuses, où vous avez des émergences qui sont les plus nombreuses. Voilà. Élodie, merci.
on va gagner du temps du coup, parce que quand je vais vous poser les questions, vous allez répondre la même chose. C'est pas grave. On m'a dit qu'il fallait Ouais, réagir. c'est très Je bien. réagis. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Alors Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche à la biodiversité, c'est quoi son rôle et son action, ou ses actions? Alors la FRB date de 2008, c'est une création du Grenelle de l'environnement, quelque part. Et notre rôle, c'est de contribuer à la coordination des recherches sur la biodiversité. Et puis aussi, un rôle assez essentiel, bien sûr, c'est de faire connaître les acquis de la science et de les faire connaître vers les acteurs, comment dirais-je, les décideurs, les politiques, etc. Et puis en même temps, de recevoir les questionnements qu'ils ont à faire par rapport à la recherche, justement. C'est donc d'être un trait d'union entre la science et la société. C'est pas facile. Tout à l'heure, on a évoqué les questions de vocabulaire par rapport à un enfant. C'est un peu pareil aussi. Quand on va voir un certain nombre de responsables, il faut aussi savoir quel type de mots employer, etc. Alerter, tout en pensant aussi aux solutions qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Donc la FRB, elle est là pour ça, pour servir de trait d'union entre toute une série, ce qu'on appelle les porteurs d'enjeux en termes savants, d'acteurs de la société et la recherche, tout en essayant de mettre en avant justement les acquis de la science et de faire en sorte que la science, elle soit toujours quelque part en amont de la décision publique, de la décision privée. Et quelque part, on a aussi quelques slogans, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est le fait de mettre les enjeux biodiversité au même niveau que les enjeux du climat, par exemple. Oui, d'accord. Ça veut dire que là, on est en pleine crise encore du Covid-19 qui n'est pas terminée, malheureusement. On ne sait pas quand on en sortira, mais on fait un lien aujourd'hui qui paraît évident entre l'érosion de la biodiversité et la destruction des écosystèmes. Alors, on a parlé d'un virus qui viendrait de la chauve-souris et du pangolin. Vous qui avez écrit Ne tirez pas sur les chauves-souris, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, comme l'a dit notre collègue très bien, les animaux, donc les chiroptères par exemple, les chauves-souris, mais pas seulement, les primates, les rongeurs, hébergent un nombre considérable de virus, des virus ARN, etc. Mais tous ne vont pas sortir de ce monde animal pour venir infecter l'homme, bien entendu. Et c'est là où on rejoint tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, en fait, là, il y a... Alors, je suis d'accord, il faut faire attention entre corrélation et cause. Mais justement, on a été un peu critiqué sur le concept de corrélation. Et aujourd'hui, sortent des papiers qui explicitent beaucoup plus et qui vont vers la causalité. Il vient de sortir un papier qui montre que plus des écosystèmes sont anthropisés, c'est-à-dire qu'ils sont modifiés par l'homme, plus finalement ils vont être favorables à des animaux justement qui sont potentiellement, ils sont porteurs, mais potentiellement transmetteurs à l'origine de zoonoses. C'est tout à fait intéressant parce que c'est la première fois justement que c'est quasiment démontré. Et on voit donc que là, on va avoir une abondance plus grande par rapport aux autres animaux de ceux qui sont capables d'être à l'origine de zoonoses. Donc je pense qu'on est en train de progresser. Alors c'est toujours un échange. Il y a la pression, je dirais, du questionnement des politiques, de la société, et la réponse des scientifiques. Et cette réponse des scientifiques, elle est en train de se construire à ce niveau-là. Et je pense qu'on peut vraiment dire que, ça a été dit aussi, ces zoonoses, où sont-elles? Elles émergent surtout en Afrique, en Afrique tropicale, bassin du Congo, et puis en Asie du Sud-Est. Et c'est vrai que si on prend l'Asie du Sud-Est, il y a eu des destructions massives des couverts forestiers pour les remplacer par des plantations de palmiers à huile. Alors c'est utile, le développement économique, c'est ancré sur ce développement de ces plantations. Mais si vous prenez par exemple un virus qui était un virus de chauve-souris, le fait de détruire l'habitat naturel de ces chauves-souris, c'est des grandes chauves-souris frugivores que vous connaissez, a fait que ces chauves-souris sont venues beaucoup plus à proximité des humains, des faits qu'elles urinent sur des fruits plantés à proximité des villages et qui sont consommés par les cochons. Et l'homme va s'infecter
en consommant les cochons. En réduisant leur habitat, finalement, on en paye les conséquences. Exactement. D'accord. Vous qui êtes entomologiste, vous allez me dire de qui est cette citation ? Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. Vous savez de qui c'est ? Alors, je ne sais pas de qui c'est, mais j'ai expérimenté Oui. Longuement ce genre de choses. C'est Martin Luther King. D'accord. Donc, simplement, une autre question. Les chauves-souris, on passera peut-être des soirées. C'est mon animal préféré, le seul mammifère volant, donc je peux être que sensible à ça, mais qui a des capacités technologiques incroyables, quoi. Vraiment, l'aviateur, il rêve de ça. 10 milliards d'insectes dans le monde. Rien que les fourmis, c'est l'équivalent en poids de toutes les personnes humaines sur Terre. Ils disparaissent petit à petit, les insecticides, etc. Vous pensez que c'est quelque chose qui va favoriser encore ces épidémies ? Alors, bon, vous avez raison de dire, parce que finalement, il y a eu l'année dernière la plénière de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui a lancé un cri d'alarme très fort. Mais il y a eu un papier en 2017 qui a été quelque part un choc au niveau mondial. C'est le papier de Hallman, qui montre que 75% de ce qu'on appelle la biomasse des insectes volants en Allemagne, là, juste à côté, dans des aires protégées, a disparu en 35 ans. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Donc quelque part, les insectes qu'on croyait être capables de résister à tout, aux bombes atomiques, à tout ce que l'on veut, en fait, ils ne résistent pas aux activités humaines. Alors après, pour répondre à votre question, ça va dépendre de beaucoup de choses. Parce qu'on voit par exemple en Europe du Nord, justement des moustiques étendre leur aire de distribution avec le réchauffement climatique par exemple, et donc rendre plus prégnant un certain nombre de maladies, dans Scandinavie, etc. Donc ça va changer les choses. Et puis pour rebondir peut-être à ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure, très souvent aujourd'hui, malheureusement dans l'Est de la France, dans le Grand Est, vous regardez les arbres, l'effet de la sécheresse, les attaques de scolytes derrière, c'est dramatique. On en parlera avec le président. Ce qui veut dire que tous les insectes ne disparaissent pas. Et malheureusement, ça va être des insectes dits ravageurs des cultures, ravageurs des essences forestières, qui, eux, vont pouvoir proliférer. Et comme ça a été un peu dit tout à l'heure, l'important dans les écosystèmes, c'est qu'il y ait de la biodiversité. On ne va pas développer ce qu'on appelle, nous, l'effet de dilution, mais plus on a de la diversité, moins vous avez de risques qu'un pathogène se fixe, ou que ce soit chez un animal vertébré, ou puisse être transmis majoritairement par un moustique, quelque chose comme ça. Donc il faut préserver cette diversité pour éviter justement qu'on ait un pathogène qui devienne dominant, et sachant que la planète aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des humains et c'est des animaux domestiques. Donc si un pathogène sort, je dirais, du monde sauvage, vers quoi il va aller ? Vers le bétail, vers les humains. D'accord. Une petite question collective à ce propos. Est-ce qu'il faut avoir peur des animaux sauvages ? Qui peut répondre à ça ? Ça dépend dans quel sens. Je vous invite à aller voir un lion de près. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais... ni hippopotame. Mais je pense que... c'est beaucoup plus complexe qu'on veut le faire penser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des animaux sauvages, il faut les laisser tranquilles, moi je dirais surtout. Mais bon, en fait, il faut bien savoir que les maladies émergentes qui font peur, qui passent à l'homme, elles ont aussi lieu il y a très longtemps lorsqu'on a domestiqué les animaux. Alors c'est difficile d'illustrer ça scientifiquement parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de données sur ces sujets-là, mais on sait bien que le virus de la peste bovine et la variole chez l'homme, c'est la même chose. Donc il y a déjà eu des émergences et elles auront lieu. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous avez des pathogènes qui se développent chez l'homme et qui repassent sur les animaux domestiques, voire la faune sauvage. Donc c'est très 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 complexe, moi je pense, et que la biodiversité, alors je reviens sur ces histoires d'effets de dilution parce que c'est très important. Il faut bien comprendre que si vous avez une seule espèce de ce que vous voulez de faune sauvage, elle va amener son lot de pathogènes qui pourront vous augmenter la probabilité en fait que ça passe à l'animal domestique puis à l'homme.
Alors que quand vous avez de la biodiversité, si on prend, pour laisser tranquille ces pauvres chauves-souris, si on prend des exemples un peu plus proches de nous, notamment par exemple dans l'est de la France, vous avez une maladie qu'on appelle la fièvre hémorragique à syndrome rénal. Bon, mais c'est un virus. Il est hébergé par un petit rongeur qui est un campagnol. Voilà. Donc le campagnol, il vit très bien avec son petit virus. Et puis de temps en temps, vous avez des hommes qui se contaminent parce qu'ils vont faire du jogging dans la forêt, parce qu'ils vont faire couper des arbres, des choses comme ça. Si vous aviez une surpopulation de ces campagnols, ils excréteraient de plus de virus, l'environnement serait plus contaminé. Je raccourcis les choses, mais c'est ça. Et vous auriez plus de risques que l'homme se contamine. On sait très bien que si vous avez d'autres petits rongeurs qui vivent à côté de celui-ci, les autres petits rongeurs, ils vont se contaminer. Mais par contre, c'est des impasses pour le virus. Ils se contaminent, mais ils ne multiplient pas bien le virus. Donc vous avez des voies d'impasse et donc une contamination moindre de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Alors c'est un exemple un peu simple et un peu simplifié, mais ça peut aussi être étendu à d'autres maladies, telles Lyme, telles ce genre de choses. Voilà. En fait, je pense qu'il ne faut pas simplifier les messages. Dire que la faune sauvage, c'est pas bien ou c'est bien, c'est juste pas une bonne question, je pense. Donc, ce qui est important, oui, vous voulez dire quelque chose peut-être là-dessus ? Oui, de revenir sur nos chauves-souris qui nous rassemblent, hein, parce que malgré tout, c'est des animaux fantastiques. En particulier par le fait qu'ils sont capables, justement, d'héberger des virus qui tueraient les autres mammifères. Hein, mais on ne développera pas, mais voilà, ils ont des caractéristiques. La grande différence, il y a eu des études de fait en Europe sur les chauves-souris, et globalement, il y a des espèces de chauves-souris européennes qui hébergent des virus potentiellement dangereux pour l'homme. Simplement, la différence avec malheureusement ce qui s'est passé en Asie, c'est que nous ne consommons pas les chauves-souris. Elles ne font pas partie. Moi, j'ai vu des grandes chauves-souris frugivores sur des marchés à Java, par exemple. Hein. Donc, elles sont vendues vivantes. Et le problème, c'est justement que des gens vont aller capturer ces animaux, vont les manipuler, éventuellement se faire mordre, etc. Donc, à ce moment-là, multiplier les risques de contact. Alors que si nous laissons des chauves-souris sans en avoir peur, d'ailleurs, il n'y a aucune raison d'en avoir peur, vivre leur vie et avoir aussi leur rôle écologique, il n'y a pas vraiment de risque associé à ces animaux à ce moment-là. Au Muséum d'histoire naturelle, vous aviez des chauves-souris, vous en avez toujours. Donc c'est une bonne étude. C'est moins dangereuse parce que dans les armoires fortes naturalisées, il faut reconnaître tout de même qu'elles sont moins dangereuses. Vous n'avez pas des vivantes ? Il y a des expériences sur des animaux, ça peut arriver, mais d'abord c'est très réglementé. Et surtout des chauves-souris mortes dans les tiroirs. D'accord. Jean Rotner, on a des chauves-souris ici sur le parc. Est-ce que le parc, justement, est un moyen de communiquer sur cette biodiversité ? Permettez-moi de revenir sur ce que j'ai entendu jusqu'à présent, parce que moi, je suis un peu le béotien, je ne suis pas le scientifique du coin. Moi. Mais médecin, il n'est pas scientifique, ouais, c'est une première. Non, mais soigner un homme et soigner une chauve-souris ou comprendre une chauve-souris, c'est pas tout à fait la même chose. Mais je m'interroge quand même. Les pratiques de Java, elles ne sont pas nouvelles. Donc, le passage de la chauve-souris à l'homme, il vient dans un contexte aujourd'hui qui est un contexte particulier, que vous soulignez à un moment donné dans une phrase dès le départ en disant attention, on va tendance à avoir parlé biodiversité et que pathogène. Et je pense que c'est pas ça. Et si vous faites bien de le souligner, si on est à travers le terme biodiversité simplement dans une vision attention danger parce que passage de l'animal à l'homme ou de l'animal à l'animal, on peut parler d'échinococose en ce moment qui visiblement passe vers le chien de plus en plus, c'est ce que j'ai lu, mais là aussi il y a un mythe aujourd'hui autour de la biodiversité qu'il s'agit aussi de corriger, y compris d'ailleurs dans le langage scientifique, dans la pédagogie, dans la simplification, dans les messages de prévention, dans parfois des messages de fermeté aussi qu'il faut avoir. On l'a évoqué il y a quelques instants sur des sujets qui sont des sujets d'actualité dans notre région où la biodiversité, elle se niche dans des haies. On a beaucoup de difficultés à promouvoir les haies. Ça doit être aujourd'hui une politique publique partagée
quasiment imposé si on veut reconstruire des choses. Et moi, comme politique, c'est ça aussi dans les discussions et dans les perspectives qu'il faut qu'on dresse avec ces mots qui sont inquiétants pour la population, maladies infectieuses, la bioéconomie, la biomachin, les laboratoires, la maladie de Lyme qui enfle, le moustique tigre qui arrive. Il y a une forme de mythe dans la population avec une pression sociale qui s'exerce sur les uns et les autres, qui que nous soyons. Et qu'il s'agit de remettre peut-être à sa place, tranquillement, sereinement, mais en prenant des décisions qui soient effectivement des décisions éclairées, mais je pense de plus en plus des décisions imposées. Et la force et la beauté du politique, et de la politique, c'est aussi ça. C'est de montrer la direction, le sens, et de prendre des décisions qui aujourd'hui doivent être des décisions fortes, et peut-être plus autant discutées, parce que scientifiquement assurées et assumées, mais avec la nécessité d'agir. Les discussions sur la biodiversité, il faut à un moment donné qu'elles soient enrichies, certes, qu'il y ait des espaces de contradiction, c'est important, mais il faut surtout qu'il y ait des espaces d'action. Et c'est ça la demande. Et si on veut transformer la biodiversité, revenir justement à ces espaces de non-échange entre les espèces, eh bien, il faut qu'on accélère. Et il faut qu'on soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus ferme. Et parfois, on a face à nous, on le sait très bien, des lobbies, des intérêts divergents, c'est extrêmement complexe. Et bien c'est ça qu'il faut qu'on transforme. Biodiversité, maladies infectieuses, je veux bien, c'est un sujet vraiment d'actualité, mais c'est biodiversité et choix de société aujourd'hui qui découlent de ce titre-là. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Je ne saurais mieux dire que ce que dit Jean Rotner, parce que la biodiversité, c'est pas la biodiversité à l'aune des intérêts de chacun. C'est une cause commune qui, en effet, doit être une politique publique placée à très haut niveau d'exigence et qui doit avoir un caractère contraignant. Je veux dire, nous, on fait de la police de l'environnement, pas pour emmerder les gens, mais et c'est pas parce qu'il y a un code de l'environnement. Il se trouve que nos agents sont chargés de le faire appliquer. C'est juste que parce que tel usage de la nature, quand on dégrade la nature, que ce soit par la chasse, par la pêche, par la moto dans un espace naturel, si on ne met pas fin à ça, on dégrade la biodiversité. La haie, ce qu'il faut savoir, évidemment, moi j'adore les haies, et il se trouve que 2021, c'est l'année de la haie. Pas grand monde le sait, mais je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas. Et moi, j'ai proposé au gouvernement un plan haie. C'est-à-dire, j'ai proposé dans le plan de relance qu'on replante des haies. J'en ai proposé pour 1 milliard, pour tout vous dire. Je n'aurai pas 1 milliard pour ça, hein, mais il y en aura quand même un peu, je vous le dis. Mais déjà, arrêtons d'arracher des haies. Pendant le confinement, nous, on a, je ne dirais pas les noms, mais dans votre région, on a pris en flagrant délit des agriculteurs qui arrachaient des haies. Parce qu'ils se disaient, les flics de l'environnement, là, de l'OFB, ils ne sont pas là, on peut y aller. Sauf que la France, c'est un pays où il y a des indicateurs parfois, donc on nous a dit. Donc, non, mais tout ça pour vous dire que c'est une politique publique et c'est tout à fait juste. Mais après, il y a quand même un message pédagogique, c'est-à-dire que dire que c'est contraignant, il faut le reconnaître. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Néanmoins, il faut faire comprendre et pas rester dans le concept, en effet, de la biodiversité, dans le concept éthéré, parce que c'est un mot compliqué en réalité, la biodiversité. Et il faut expliquer des choses assez simples. Par exemple, je termine là-dessus, la biodiversité est l'action de l'homme sur la biodiversité est beaucoup plus efficace que celle, et immédiate que celle qu'on a sur le climat. Je pollue l'air. Aujourd'hui, j'émets du gaz à effet de serre. Si j'arrête de le faire, si tu arrêtes de voler dans ton Concorde, eh ben, c'est 50 ans plus tard que tu vois les effets. Parce 600 litres à la minute, le Concorde. Tu vois, t'imagines. Donc, toi, tu as pollué pour 2050. Tu vois. Bon. Je suis ici au parc de Sainte-Croix, mais ici, on ne pollue pas. Mais je suis dans la région où un cours d'eau est pollué. J'arrête de polluer le cours d'eau. La résilience du cours d'eau, elle est immédiate. Enfin, quasi immédiate. Elle est rapide. C'est plus compliqué pour les sols. Parce que les sols, c'est un sujet complexe. Mais la plupart des milieux naturels, marins, aquatiques,
et certains terrestres ont une capacité de résilience très rapide. Donc, agir pour la biodiversité, on peut en voir le résultat directement de son vivant. C'est un argument extraordinaire pour agir pour la biodiversité. On l'a vu pendant le confinement, d'ailleurs. Exactement, la nature reprend ses droits. Jean, tu voulais rajouter quelque chose, Jean-François? Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, parce que je pense que c'est ce que vous avez dit aussi, hein, c'est extrêmement vrai. À l'inverse, l'homme aussi détruit très vite la biodiversité. Hein, donc voilà. Alors, pour reprendre ce que vous avez dit, je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins maintenant. Hein. Donc le constat est fait. On ne va peut-être pas y revenir indéfiniment. Donc érosion très rapide de la biodiversité, disparition d'un certain nombre de services écosystémiques, purification de l'air, de l'eau, tout ce qu'on veut, hein, qui sont absolument essentiels pour les êtres humains et le reste du vivant. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Comme tu l'as dit, vous l'avez dit, oui, voilà, il faut, vous voyez, Entre vous, hein, oui. on peut réduire les pressions sur la biodiversité. Hein, quand on parle d'arrêter, de diminuer l'usage des plastiques, etc., tout ça, c'est la réduction des pressions, même, j'allais dire, sans attendre de connaître précisément les impacts. Toute la question des phytos, hein, donc des produits utilisés peut-être trop en abondance dans le monde agricole, elle revient à cela. Hein, c'est-à-dire comment il faut arriver à réduire les phytos et trouver d'autres solutions, etc. Hein, bon. Donc on peut réduire les pressions. Mais à côté de ça, et on est tous un peu sur ce sujet-là aussi, vu l'importance, je dirais, de l'anthropisation, la rapidité de l'impact de l'homme sur la biodiversité, il faut aussi protéger. Alors protéger, ça peut être des parcs comme ici, ça peut être aussi le développement de tout ce qu'on appelle les aires protégées. Hein, vous connaissez, non pas le slogan, mais l'ambition politique, hein, 30%, arriver à 30% d'aires protégées, dont 10% en protection forte. Et ça, c'est pas facile, 10% en protection forte, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on va limiter, et je rejoins donc ce que vous avez dit tout à l'heure, on va limiter certaines actions de l'homme. Et il faut que là, le politique soit fort pour arriver quelque part, non pas le mot imposé, c'est certainement dangereux à utiliser, mais disons à faire en sorte qu'à un moment donné, on change de comportement. Et là, il y a urgence d'aller vers le développement de ces aires protégées, et pas seulement au sud, hein, dans les pays de la sphère intertropicale, mais aussi chez nous, puisqu'on voit bien que ces impacts sur la biodiversité, ils existent aussi chez nous. Et de façon similaire, toujours intégrer la biodiversité dans l'ensemble de nos activités. C'était le slogan de la CDB, de la Convention sur la diversité biologique, qu'ils appellent le mainstreaming, c'est-à-dire intégrer les enjeux biodiversité dans toutes les activités économiques. Et par exemple, je pense parce que je pense qu'il y avait peut-être un problème comme ça derrière, faire attention à ce que le développement, par exemple, des énergies renouvelables prenne en compte les impacts potentiels sur la biodiversité, et qu'on ne voit pas justement certains acteurs économiques inciter justement peut-être certains acteurs ruraux à couper des haies pour alimenter des centrales à bois. Voilà. Excusez-moi, Gérard, c'est extrêmement intéressant. Vous avez pris un exemple que moi je trouve assez génial, c'est celui du phyto. Et ici, il y a eu une décision absolument fantastique de l'ensemble de la profession viticole, quels que soient les vignobles. 2025, plus d'herbicides. Tout le monde a dit génial, ils ont tous signé. Et là, il y a quelques semaines, je viens de signer, de siffler la fin de la récréation. Pourquoi ? Parce que c'est exigeant. C'est très vertueux de dire on n'a plus d'herbicides. Mais comment est-ce qu'on y arrive ? Je veux dire, il faut un village témoin, il faut une mécanisation différente, il faut une mécanisation intelligente. Si cette mécanisation elle est propulsée par du diesel, ça ne sert à rien de travailler sur l'herbicide. Donc, il faut une motorisation qui aille dans le sens. Ça veut dire qu'il faut former des jeunes aujourd'hui qui deviennent des tractoristes. Il y a toute une chaîne de valeur à créer quand on veut arriver à un effet en bout de chaîne. Donc, une décision qui est prise, qui se veut vertueuse, eh bien, parfois, ce n'est pas aussi immédiat que ça. Et il faut remonter vraiment toute la chaîne de valeur pour pouvoir agir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la rivière, on arrête de polluer, très bien, mais ça veut dire qu'il faut préparer cela avant. Et cette chaîne de valeur, aujourd'hui, bien, elle se met petit à petit en place.
Parce qu'il y a une impulsion, effectivement, des professionnels, il y a une impulsion du politique, il y a une impulsion de celles et ceux qui cherchent à protéger la nature dans un milieu extrêmement compliqué, avec aujourd'hui une atteinte économique majeure sur ces viticulteurs. Et on leur dit encore, il faut investir. Et il faut encore changer vos habitudes. Donc, voilà, ça c'est extrêmement important. Et pourtant, on est vraiment sur ces sujets d'actualité et sur cette capacité d'ouvrir de nouveaux horizons. Mais avec peut-être une méconnaissance aussi, c'est que la décision de zéro herbicide risque d'entraîner aussi derrière des effets qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc, recherche et développement, formation, c'est les mots-clés. Que vous essayez oui, investissement, la région Grand Est, on l'a compris. Juste, parce qu'on va terminer bientôt, Élodie, vous avez parlé de la faune sauvage en disant « laissons-les tranquilles ». C'est vrai moi, ça m'a frappé parce que on a protégé beaucoup plus les hommes, évidemment, qui font partie de la biodiversité que les animaux. Si je prends l'exemple du requin, par exemple, il y a, allez, on va dire entre 10 et 15 morts par an, mais il y a 15 000 requins qui disparaissent parce qu'on on les chasse. Donc, vous êtes sur cette position-là de dire, la diversité fait qu'elle va s'auto-protéger quelque part ? Vous l'avez compris, hein, moi ma spécialité c'est la diversité en lien avec la santé infectieuse. Donc c'est toujours un petit peu voilà. Et le requin, il transmet rien à l'homme. Hein, non, je pense que franchement la biodiversité, la nature a les moyens de se réguler. C'est-à-dire que jouer à l'apprenti sorcier, on l'a bien vu, hein, sur le fait de dire j'arrête de polluer la rivière et puis oui, mais il y a plein de conséquences qu'on voit pas à long terme, que ce soit dans la nature elle-même et puis chez l'homme, parce qu'il fait quand même partie de la biodiversité, mais on occupe une grande place sur la planète maintenant. Donc, autant quand la population humaine était peut-être beaucoup plus restreinte, voilà, la biodiversité, la planète, les milieux, il y avait une résilience. Maintenant, c'est compliqué. Donc, avoir des aires protégées où finalement on laisse les choses se faire, et pas que pour sauver l'éléphant ou le koala, qui sont des espèces emblématiques, mais pour sauver nos chiroptères à nous, nos petits rongeurs à nous, parce qu'ils participent de la biodiversité, ils régulent les milieux. Et il y a des services dont on ne se rend pas compte, mais un jour, si on n'en a plus, ce sera trop tard. Voilà. Donc c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, parce qu'il faut rester humble par rapport aux conséquences que ça peut avoir, quelles que soient les bonnes idées ou comment on va dire, le fait qu'on veuille faire bien, quoi. Mais des fois, on peut se tromper. Voilà. Merci Élodie. Je vais faire un petit jeu avec vous, si vous permettez. Après, je laisserai la parole à Jean pour conclure. De qui sont ces phrases ? Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Alors je vous donne là, c'est pas évident, hein, c'est Martin Luther King encore. Il y en a un qui a dit aussi, quand le dernier arbre aura été abattu, quand le dernier rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Martin Luther King. Le maire de Bordeaux, non ? C'est Geronimo, c'est un chef indien. Il y a ensuite, c'est une triste histoire ou une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Alors je vous la donne, c'est Victor Hugo. Étonnant, hein ? Et puis, je vais terminer par un autre qui disait « Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire ». Théodore Monod. Voilà, il y a des belles phrases comme ça. Je pense qu'on est tous amoureux de la nature et on est ici au bon endroit. Simplement, je vais vous poser une petite question collective. On est regardé par les étudiants en télévision, sur le net. Je vous pose la question, une réponse très courte. Quelle est l'action que vous pourriez faire pour la diversité dès aujourd'hui, là, maintenant, ou demain, ou plus tard? C'est pas facile, hein, et on dit souvent que on n'hérite pas de la terre de nos parents, mais qu'on l'emprunte à nos enfants, Saint-Exupéry. Dans quel état on leur laisse cette planète? C'est pas facile. L'action prioritaire pour vous, les uns et les autres. Bon, j'ai un succès phénoménal. Tu l'avais déjà dit. Hein. Non. Je ne sais pas s'il y a une action prioritaire, en fait. C'est celle qu'on peut faire maintenant qui est importante. Personnellement, je dirais déjà de se convaincre qu'on peut faire quelque chose soi-même, à l'échelle de l'individu. Hein. Oui, parce qu'on est C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre toujours que l'État
qu'une collectivité, que je ne sais qui montre la voie. Hein, il faut faire. Et on voit aujourd'hui, je pense, beaucoup de citoyens qui vont nettoyer les forêts, qui s'impliquent dans des ONG, qui vont justement soutenir l'action d'acteurs comme ici, etc. Ça commence par nous, ça commence par les individus. Mais alors il faut que les scientifiques ils soient beaucoup plus présents à travers peut-être les politiques pour passer la bonne parole quand même, non ? Oui, c'est très difficile de répondre en un mot. Je suis assez. Il m'a un peu piqué, Jean-François, ma réponse. Enfin, je crois que la première chose, c'est d'élever son niveau de conscience. C'est de prendre conscience. Quand je parlais du climat, vraiment, je pense que la biodiversité sauvera l'homme. Je vous le dis comme je le pense, parce que on peut pas vivre sans. Et ce qu'on fait à la biodiversité, ce qu'on fait au vivant, l'homme étant son pire ennemi, quoi, finalement. Mais en même temps, l'homme, c'est formidable. Parce que moi, on parle d'aires protégées. Je pense que ces aires protégées, elles doivent comprendre l'action humaine. La pression de l'homme est forte, mais l'homme est la solution en même temps que le problème. J'en ai l'absolue conviction. Mais il faut que chacun élève son niveau de conscience sur la biodiversité. Et ça passe aussi par la ressentir. En effet, ça passe par l'écouter, la nature. Pour reprendre les phrases, oui. Cette belle phrase de Victor Hugo sur la nature qui parle. Je crois fondamentalement à ça. C'est une sorte de conversion intime. Pardon, je ne veux pas être spirituel, mais c'est vraiment pour moi le sujet principal. Vous êtes optimiste finalement, ça fait plaisir quand même, hein, surtout en ces périodes. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec un Indien. J'étais au Galapagos et il me fait visiter une île déserte. Et il me dit, tu connais l'histoire de cette île? Alors, je dis non. Et il me dit, ben voilà, il y avait tout. Il y avait de la faune, la flore, ça s'équilibrait, etc. Et il y a des navigateurs au 18e, au 19e siècle plutôt, qui ont importé des chèvres. Les chèvres ont bouffé absolument tout ce qui restait et elles sont mortes parce qu'il n'y avait plus à manger. Et il dit, bah, tu vois, c'est ce qui va nous arriver sur la Terre. Un Indien qui savait à peine lire et écrire. Donc j'ai trouvé cette phrase assez émouvante, d'une part. Et puis j'admire votre optimisme quand même. Il en faut, il faut donner le courage. Et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver les issues. Alors Jean, Rotner, vous traversez le Grand Est, vous connaissez bien cette région, que vous inspirent les paysages asséchés, que vous traversez dans la Meuse, les Ardennes, la Champagne, un peu partout. Que ressentez-vous quand vous observez les ravages du changement climatique sur la forêt vosgienne, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les régions et quoi dire à nos jeunes? Déjà, moi, j'adore traverser ces paysages-là, et même quand ils sont victimes de la sécheresse, ils ont une forme de beauté. Il faut savoir le reconnaître. C'est déjà ça, la biodiversité. Ensuite, vous me demandiez tout à l'heure ce qu'on pouvait faire. Alors, moi, j'ai une liste comme ça de ce qu'on peut faire. J'ai le pouvoir, effectivement, je regarde mes collaborateurs, de se dire, bah, tiens, allez, 3000 km de haies à l'horizon de 3 ans. On peut se dire, on a un beau projet de diminuer le taux de chlorure dans la Moselle, qui aujourd'hui provoque des dégâts jusque dans les pays du Benelux. On a une responsabilité et il faut le faire et nous le ferons. C'est de travailler avec le monde agricole pour qu'effectivement on ne soit pas simplement sur des mesures conjoncturelles liées à la sécheresse, mais vraiment des mesures structurelles liées à l'irrigation et à ce sujet qui va être un sujet qui va dominer aujourd'hui la refonte et la transformation d'un modèle agricole qui, entre le bio et l'intensif, doit dégager quelque chose de différent et de nouvelles perspectives pour nos amis agriculteurs. Tous ces sujets, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets vraiment du quotidien pour le président de région que je suis, pour les élus de la région, pour les élus que nous sommes, c'est d'aujourd'hui de prendre ce projet comme une priorité politique, de l'afficher dans nos budgets, de le rendre complètement transversal. Quand on travaille sur l'économie, on doit travailler sur la transition et sur la biodiversité. Quand on travaille sur la politique de l'eau, naturellement, on réfléchit à l'hydraulique, naturellement, on réfléchit à l'irrigation, naturellement, on réfléchit aujourd'hui au tourisme et au thermalisme, mais aussi à la réserve en eau et à sa qualité. Quand la qualité de l'air, c'est aussi notre sujet. Tout cela, il n'y a pas de modèle ou une action unique, il y a des modèles qui viennent se compléter les unes dans les autres et qui font qu'on crée une échelle de valeurs différente et une qualité de vie peut-être à l'échelle de nos terroirs qui se transforme aussi, parce qu'on
on occupe un espace, on occupe un écosystème, et donc il faut l'habiter de manière différente. Ça, c'est essentiel. Et puis, si j'ai une conclusion, cher Gérard, je vais vous poser une question. Qui c'est qui a dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous? Alors là, c'est moi qui... C'est Paul Éluard, et je crois que ça Bravo. résume très bien, C'est superbe. très bien ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est le mot de la fin. On ne pouvait pas rêver mieux. Merci. Je regarde la caméra parce qu'il faut venir à ce parc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci de nous accueillir ici. C'est une belle façon de comprendre ce qu'est la biodiversité. Merci à vous quatre.